bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on va vous parler d'agilité, de lean, de pensée systémique et toutes ces choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compadre Val. Comment ça va, mon Val? Bah ça va, c'est l'été. Chillax. Et toi, comment ça va? Ça fait plaisir. Ah, écoute, ça va. Je suis bien content qu'on approche des vacances. Je vais pas te mentir. Quel bonheur. Ça fait du bien. On en a tous besoin, je pense, pour recharger un petit peu les batteries avant de repartir sur des bonnes bases. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir notre ami Cyril Dayen, qui est responsable de pratiques agiles et partenaire dans notre boîte préférée, n'est-ce pas? Bienvenue à toi, Cyril. Ouais, bonjour à tous les deux. Merci pour l'accueil, très chaleureux. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir. La chaleur fait partie de notre environnement interne et externe, j'ai envie de te dire. Merci d'être venu aujourd'hui. Alors, sans transition, je vais aller directement un petit peu à ce qui te définit d'une certaine manière. Alors, ce que j'ai noté, c'est que tu as une espèce de mission qui est d'évangéliser sur différents sujets, des notions qui vont sûrement parler à beaucoup de gens. C'est le digital, l'agile, le produit, l'innovation, le DevOps et tout ça. Car au final, tu vois ça comme la première étape d'une transformation, notamment des transformations digitales, vu que tu as fait de la transfo digitale, tu as été directeur de transfo aussi. Et puis surtout, au-delà du fait de ça permettre d'expliquer aux gens avec qui tu travailles de quoi on parle concrètement, ça aide notamment les collaborateurs, les managers à être informés et formés de sorte que ça les rendra beaucoup plus engagés dans la transformation, ce qui est l'une des clés de la réussite. C'est exactement ça. Exactement. Tant mieux, je suis content. Et puis pour l'instant, on est aligné, c'est bien. Et puis au final, d'un point de vue un peu plus général, tu dis, t'essayes toujours de t'efforcer à mettre en place des démarches et des pratiques qui sont adaptées au contexte des entreprises et des organisations, en prenant en compte leur histoire, leur culture, leurs valeurs et les personnes qui sont impliquées dans cette transfo. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, t'as fait, écoute, un excellent résumé. Effectivement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler les différentes pièces du puzzle. Et donc, aujourd'hui, je trouve que pour les organisations et les individus qui la composent, c'est hyper complexe, tous ces sujets. Il y a plein de choses, ça va et ça vient en fonction des modes divers et variés, je vais le dire un petit peu comme ça, même si pour moi, je considère pas que ça soit une mode, mais en tout cas, voilà, il y a plein de notions, product, DevOps, agile, tech, etc. Et donc l'idée, c'est d'abord d'essayer de faire comprendre pourquoi on fait les choses. Et effectivement, on le relie très souvent à la transformation digitale. Et l'agilité va être un moyen de réussir sa transformation digitale et de répondre à la complexité que cette digitalisation va apporter pour l'organisation. Et voilà, et de rendre les choses simples en fait. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et à partir de là, une fois qu'on a bien compris ce qu'on cherche à faire, eh bien, on met en place ce qui va bien et ce qu'on estime être les bonnes choses au bon moment pour faire progresser les organisations, et les individus qui la composent, bien entendu. Excellent. Alors, le sujet qui va être notre focus aujourd'hui, c'est le sujet des dépendances. Vaste sujet. Et je sais que c'est ta grande, ton grand projet. On va appeler ça comme ça. C'est ça. J'en parle beaucoup. Pour clarifier, on va parler des dépendances dans le monde professionnel et pas des dépendances à des substances ou quoi que ce soit. Parce que on n'est pas ce genre d'expert là, d'accord? Pas du tout. Non, mais bon, le terme, t'as une espèce d'analogie entre les deux. Mais bien sûr. Si tu dois définir la notion de dépendance dans une entreprise, c'est ni plus ni moins que le besoin, la nécessité de faire appel à quelqu'un ou d'attendre quelque chose pour réaliser un objectif que tu dois atteindre. Et donc, si on fait l'analogie avec la dépendance, aux substances, c'est ni plus ni moins que la nécessité d'avoir quelque chose pour être soi-même, en fait, pour être dans un état dans lequel on se sent bien. Et voilà, donc c'est lié. Et en fait, quand on parle de dépendance de l'individu, on a une connotation négative. Quand on est dépendant à quelque chose, c'est pas bon médicalement parlant, bien entendu. Et finalement, si on fait l'analogie dans le monde de l'organisation, la dépendance, c'est vrai que c'est un dada, c'est nuisible en fait pour les organisations. Et d'ailleurs, je suis pas le premier à le dire. Il y a des années, il y avait Mike Biddle qui est l'un des signataires du Manifeste Agile. Et après, c'est pas parce que Mike Biddle le dit que je trouve ça super bien.
mais en tout cas dès le démarrage du manifeste agile, à l'époque, il disait on privilégie l'autonomie parce que les dépendances vont nous tuer. Et effectivement, il y a cette notion. La dépendance aujourd'hui, c'est un risque pour l'entreprise. Je pense que si on étudie un petit peu de manière approfondie l'historique de beaucoup de projets, je pense qu'on pourrait facilement retrouver l'effet des dépendances, enfin les effets que ces dépendances ont eu sur le succès ou l'échec de ces projets. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, et merci pour ta définition avec cette analogie avec les dépendances physiologiques. Justement, pour en revenir à l'aspect plus entreprise et organisationnel, d'après toi, quelles sont les différentes natures de dépendance qu'on va retrouver dans une organisation? Ouais, alors écoute, moi, aujourd'hui, j'en identifie 3 principales. Après, ce ne sont peut-être pas les seuls, et je serais ravi si on a des auditeurs qui veulent débattre du sujet, d'échanger, pour qu'ils m'apportent aussi tout un tas de choses. J'espère pouvoir leur en apporter, mais aujourd'hui, moi, dans les organisations, ce que j'identifie, c'est 3 types de dépendance. Une dépendance que je vais plutôt appeler dépendance technique. Donc, c'est par exemple lorsqu'on va développer un logiciel, quel qu'il soit, un produit digital, par exemple une application mobile, eh bien, généralement, quand on va regarder l'architecture de cette application, on va pas juste avoir du front-end. On va avoir du back-end où il va y avoir de la donnée, plus ou moins qualifiée, sans généralement règles métier, et puis on va avoir au milieu souvent des middleware qui vont faire transiter la donnée avec, pareil, plus ou moins de règles métiers. Ça dépend après des contraintes d'architecture et des choix faits par les uns et par les autres. Je suis pas expert architecte pour dire ce qui est bien ou pas, et c'est pas le lieu de toute façon. Mais en gros, on va avoir 3 couches. Et du coup, lorsqu'on va demander une évolution sur l'app, on va pas juste demander une évolution la plupart du temps sur du front-end. Ça va avoir un impact sur les différentes couches ou à minima sur une couche généralement inférieure. Et c'est là où, si on a un modèle d'organisation avec des équipes qui sont plutôt orientés composants, donc ce qu'on appelle vulgairement des component teams, du coup, il va falloir que le front-end, qui est souvent la partie immergée de l'iceberg et qui est la plus visible dans l'organisation, attendent que les équipes qui sont en responsabilité de couches plus basses mettent à disposition ce dont ils ont besoin pour pouvoir être consommés, pour pouvoir apporter la valeur attendue dans le cadre de l'évolution. Et donc là, on se retrouve typiquement dans une gestion de dépendance, puisque souvent les middleware, les API n'ont pas qu'un seul consommateur, elles en ont plusieurs, et donc on va rentrer dans des débats sur ok, mais j'ai pas que toi qui me demande des choses, j'ai quelqu'un d'autre aussi à côté, comment je priorise, etc. Pour je me permets de faire un petit parallèle pour avoir un exemple plus simple pour certaines personnes qui sont pas dans la tech. C'est vraiment comme si on avait des gens qui construisaient une maison avec des planches en bois et des clous, et que pour avoir les planches en bois et des clous, ils demandaient à d'autres gens qui doivent gérer ça indépendamment de cette équipe-là. Voilà, c'est exactement ça. Tu dépends d'eux. Donc ça, c'est la première, le premier type de dépendance que j'ai identifié. J'ai besoin d'un asset, de quelque chose de technique pour pouvoir faire tourner mon propre produit. Ensuite, il y a pour moi une deuxième type de dépendance, c'est la dépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que on va avoir besoin parfois d'une cohérence sur un produit global. Donc je prends encore une fois par exemple une app et on veut faire une évolution sur un espace de cette app. On va dire par exemple si on est sur une app de réservation pour une voiture de location, la location de voiture, pardon, on va faire une évolution sur la liste qui présente tous les modèles de voitures disponibles. Et cette évolution, pour avoir une cohérence dans l'expérience utilisateur et parce que au niveau métier, on veut que ça apparaisse aussi à d'autres endroits, eh bien par exemple, on va faire une évolution sur la fiche détaillée de la voiture pour faire apparaître les mêmes informations. Sauf que si on a une organisation qui est découpée plutôt par feature dans le parcours d'achat, eh bien on va souvent devoir attendre que l'équipe A qui gère la liste des voitures fasse l'évolution et que l'équipe B qui gère la liste détaillée de la voiture, enfin la fiche détaillée, la fasse aussi. Et on ne va pas sortir l'évolution tant qu'elle ne sera pas visible sur les deux espaces. On pourrait, après c'est des choix, mais souvent, comme on veut une cohérence, eh bien on attend que tout ça soit mis en place sur les différents espaces. Voilà, ça c'est le deuxième type de dépendance fonctionnelle. Et après, moi j'en identifie une troisième qui pour moi est vraiment de plus en plus problématique dans les organisations, notamment dans des contextes où en ce moment, voilà, j'ai pas mal de clients qui
qui peuvent parfois être dans des contextes de restrictions budgétaires, donc on sort des indeps, on sort des prestats, voilà. C'est la dépendance humaine. Dépendance humaine, c'est-à-dire en termes de connaissances. On a une personne qui sait comment tel asset, telle chose technique, pour essayer de vulgariser au maximum, fonctionne. Et du coup, si cette personne n'est pas dispo parce qu'elle est sur autre chose à côté, si elle est en vacances, si tout simplement elle est malade, on a personne pour nous renseigner. Ou pire, un cas que j'ai connu, si la personne est partie. Oui, tout simplement. Et si elle est plus là. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, on a une dépendance, et tant qu'on n'a pas l'info de la part de cette personne, on peut pas avancer. Et c'est vrai, voilà, c'est problématique à tout un tas de niveaux, mais je pense qu'on va en reparler. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment ces 3 types de dépendance: dépendance fonctionnelle, dépendance technique et dépendance humaine. Ok, merci en tout cas. Donc, ce que j'avais en tête comme question suivante, naturellement, c'est de ton expérience, de ce que tu as vu avec les nombreuses équipes avec lesquelles tu as travaillé. Quel est l'impact de ces dépendances sur les équipes agiles ou même non agiles? Et est-ce que tu penses que, par exemple, généralement, les dépendances fonctionnelles ont beaucoup plus d'impact, ou quel est ton avis sur ce? Alors, l'impact des dépendances au sens large sur les équipes, il est assez divers et varié, et j'y reviendrai juste par la suite. Après, par rapport à celle que moi j'ai le plus rencontrée dans les organisations, on est plutôt sur la dépendance technique. Et en fait, c'est intéressant de comprendre pourquoi. Pour moi, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que globalement, dans beaucoup d'organisations, donc là je vais plutôt parler de grosses entreprises avec un legacy IT assez important, on est plutôt sur des systèmes d'information assez monolithiques et donc très peu découplables, et du coup très peu découplés. Et donc du coup, ça veut dire que on a du mal à donner cette autonomie technique aux équipes pour leur permettre d'avoir une capacité à fabriquer le produit, on va dire, de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne technique, donc des différents composants qu'on va devoir utiliser pour livrer de la valeur. Mais ça, c'est historique. Donc ça veut dire qu'en parallèle, il faut mettre en place des chantiers pour désiloter ces systèmes d'information. Donc après, il y a différentes stratégies: APIisation, microservices, mettre du cloud, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Mais il faudra y penser. L'autre raison, elle est plutôt culturelle, et je vais faire référence à une loi que j'aime beaucoup, c'est la loi de Conway. Et en fait, la loi de Conway, ce qu'elle nous explique, c'est que grosso modo, les organisations vont créer des systèmes informatiques qui sont à l'image de leur propre structure de communication. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une organisation qui est bâtie autour de composants informatiques, naturellement, quand on va réfléchir à ce qu'on va vouloir faire, on va se dire, OK, comment les équipes, on va les impliquer dans le sujet? Comment on va les faire participer? Et du coup, en fait, on nourrit des silos avec des sujets. Et ça veut dire qu'il va falloir que toutes les équipes aient quelque chose à faire. On le fait pas sciemment, on le fait inconsciemment. Alors que la logique, c'est plutôt de se dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Comment on va le faire de manière à ce que ça soit le plus performant possible et qu'on soit le plus autonome possible en tant qu'équipe? Et à partir de là, c'est pas l'organisation qui drive en fait l'architecture du produit logiciel. C'est le produit qui doit driver la valeur. Il détermine normalement finalement la meilleure architecture possible. Exactement. Au-delà en fait des CO. Et donc c'est vrai que comme beaucoup d'organisations très hiérarchiques avec ce legacy IT sont construites autour de ces assets, de ces legacy, et du coup on se retrouve avec de fortes dépendances techniques entre les équipes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, quand tu pousses le délire, en fait, même la RH se construit de cette manière-là, au niveau des fiches de poste, des responsabilités, etc. Et donc, ça pousse le mindset, en fait. Donc, la RH va renforcer cette dépendance, parce qu'on va dire aux gens, tu vas être dans la spécialité pour laquelle tu as été recruté, et tu vas pas aller autre part. Tu sors pas de ce cadre, et ouais. Donc ça, c'est un chantier en plus. C'est exactement ça sur l'aspect humain, effectivement. C'est comment est-ce que je fais pour faire infuser la connaissance dans l'organisation et faire en sorte, si on revient sur la dépendance humaine, que ça soit plus juste une personne sachante parce que responsable de projet, normes, je sais pas trop quoi, et c'est le seul qui connaît. Non, à un moment on partage la culture, la connaissance. La connaissance, c'est du T-shaping, mais en même temps on peut les comprendre. Comme tu dis, c'est pas foncièrement voulu. C'est qu'il y a une vision d'efficacité là-dedans. Si les gens sont bien cadrés, tu vois. C'est
C'est exactement ça. Et en fait, pour en revenir, tu disais sur ma présentation, j'essaye de mettre en place, voilà, les approches, les pratiques les plus adaptées au contexte et à la culture de l'organisation. C'est hyper important. En fait, il faut comprendre l'organisation, son histoire, et partir de cet instant-là pour derrière mettre en place les bonnes approches. Par contre, ce qui est clair et ce qui est un peu mon cheval de bataille, moi, sur les dépendances, c'est que on ne peut pas se contenter de revoir l'organisation en gardant des silos dans tous les sens et de se dire sous prétexte qu'on va mettre en place des mécanismes de synchronisation entre les équipes diverses et variées, on peut parler du PI planning qui nous vient de Safe et qui est un très bon outil, mais qui est un très bon outil pour rendre visible un niveau de dépendance actuel entre des équipes qui sont dépendantes les unes des autres. Mais il faut pas d'abord mettre en place l'organisation et puis se dire après c'est pas grave, on fera un PI planning. Et en fait, c'est souvent ce que j'ai observé, c'est qu'on place l'organisation et derrière, on gère les dépendances. Et en fait, c'est un anti-pattern. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à comment on fait pour donner un maximum d'autonomie aux équipes. Ouais. Après, je suis pas un bisounours. Si il y a des dépendances, et il y en aura forcément, dans ce cas-là, on met en place les bons outils, PI planning, autres, peu importe, pour aligner les équipes pour être sûr qu'elles travaillent sur la bonne chose au bon moment, et deux, gérer ces dépendances et aligner tout le monde. Du moins les mettre en lumière déjà. Exactement. Pour commencer, les mettre en lumière. Exactement. Ouais. En fait, rendre visible l'invisible. C'est exactement ça. Donc petit pro type pour nos auditeurs, si à la fin de votre PI planning le programme board c'est un gros plat spaghetti, c'est que c'est pas bon. Voilà. Enfin, vous avez bien fait l'exercice, mais n'en restez pas là. Essayez de réduire tous les fils entre les fils. C'est exactement ça. Et du coup, juste pour revenir sur la question à laquelle j'ai pas répondu, my bad, c'est quel est le principal, tu me demandais, le type d'impact que tu as observé généralement sur les équipes. En fait, le coût, en fait, il faut tout ramener au coût pour l'organisation. Pour les équipes, le problème, c'est que ça peut amener de la démotivation, les temps d'attente, etc. Mais si on regarde au-delà des équipes en tant que structure faite d'individus, si on regarde juste sur la notion de production de valeur, si on part d'un besoin qui tombe jusqu'à la mise en production, en fait, autant vous avez d'équipes, autant vous avez de dépendance et autant vous augmentez le risque. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir du temps d'attente qui va représenter un risque puisque à chaque fois que vous attendez, c'est un risque que le besoin change. Vous allez avoir un coût puisque la notion de coût du délai, plus vous attendez, plus la valeur d'une fonctionnalité, tant que vous ne l'avez pas sortie, diminue dans le temps. Baisse. Exactement. Vous privez au plus tôt d'une boucle de feedback pour savoir si vous allez ou pas dans le bon sens. Enfin, il y a tout un tas d'effets. Et si on ramène juste à une notion d'argent, je vais donner un exemple que j'ai vécu. Quand on a dû à un moment faire une évolution sur un front-end, donc c'était le web et l'app, c'était quelque chose qui était contribué par des partenaires de l'entreprise via un autre système, et c'était une donnée qui était descendue dans une base de données. Et en fait, cette base de données, elle était consommée par plusieurs API jusqu'au front-end où elle est affichée. Donc, pour qu'on affiche un picto sur un site web ou une app mobile, en gros, c'était quelqu'un qui contribuait dans une base de données et ça remontait à travers plusieurs API. Parce que l'architecture. Quand tu dis API, pour ceux qui savent pas ce que c'est, middleware, couche informatique. Voilà. Différentes couches informatiques. Et en fait, quasiment autant de couches vous aviez autant d'équipes. Et donc, toutes ces équipes-là, en fait, ont dû se synchroniser, etc. Mais elles n'avaient pas le même niveau de priorité. Et donc, du coup, si on se met niveau client, utilisateur final de l'app ou du web, on a mis 11 semaines et 13 semaines à sortir ces évolutions. Waouh, magique. Pour du design, quoi. Enfin, pour presque du design. Et c'était une évolution sur laquelle on avait un fort impact business, puisque les personnes, en fait, avaient besoin de cette évolution très vite, parce que tant qu'on faisait pas cette évolution, on perdait du chiffre d'affaires. Et en fait, rendre donc là, t'as un vrai coût du délai. Exactement, un vrai coût. Un vrai coût du 3 délai. mois quand même là. Ah ouais, non, mais un vrai coût du délai. Et en fait, tout ça, c'est lié, c'est lié à l'organisation de l'entreprise, c'est lié au fait que on n'a pas aligné les priorités. Ok, on a cet orga, on doit faire avec. On est à cet instant T, comment on fait?
on aligne tout le monde sur le niveau de priorité. Et donc, il faut mettre un mécanisme à côté. Tu me tends la perche. Je dirais même juste avant, et encore faudrait-il que tu mesures tes coûts. Parce que j'ai connu des contextes, et notamment dans des énormes groupes, où tu es incapable de savoir ce que ça coûte à la journée d'avoir un retard de livraison comme ça. Et la plupart du temps, tu te rends compte que soit on s'en fiche, soit on veut pas le voir parce que ça fait pas plaisir. Non, parce que pour eux, c'est difficile à mesurer. Ils ont pas l'habitude. Tu vois, c'est tout un effort. C'est un impact énorme. Mais calcule par exemple le coût. Et encore une fois, c'est pas l'outil en tant que tel que je blâme, parce que c'est un très bon outil s'il est adapté au contexte. Encore une fois, avec un marteau, tu peux planter un clou, tu peux tuer quelqu'un. Le PI planning est un excellent outil. Si on doit l'utiliser. En revanche, si on regarde le coût d'un PI planning, quand on est sur des trains, c'est 50 à 125 personnes rassemblées sur 2 jours. Regardons le coût d'un PI planning. Ça commence à faire. Voilà. Et attention, je suis pas en train de juste dire, en coût humain, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de PI planning parce que ça coûte cher. Bien entendu qu'il faut le faire. Par contre, réfléchissons à les chantiers d'à côté dont on a besoin pour autonomiser les équipes, qu'on repousse tout le temps parce que tu comprends, ça coûte cher, c'est pas la priorité. Regardons, mettons les deux dans la balance. À mon avis, on sera toujours du résultat. On en revient au coût du délai. Ce travail de fond qui doit être fait, tu le fais pas, mais c'est un coût en fait derrière. Exactement. Ouais. Excellent. Tout à l'heure, je voulais rebondir parce que tu me tendais la perche pour ma question suivante. C'est que finalement, une fois qu'on a identifié ça, quelles sont finalement les bonnes pratiques à mettre en place? Si on a des bonnes, si on a de très bonnes, si on a des moins bonnes. En tout cas, à mettre en place pour essayer de, si ce n'est faire disparaître ces dépenses, les réduire au maximum. Ouais. On a parlé de les rendre visibles. Tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, j'ai une approche qui est assez simple, très pragmatique et complètement agnostique de tout framework, toute approche, etc. C'est juste essayer de se poser les bonnes questions. Et moi, ce que je garde en tête à chaque fois, c'est que ce qu'on doit aller chercher, c'est l'autonomie de l'équipe. Et donc, pour ce faire, la première chose, c'est réfléchir un petit peu au flux de valeur de l'entreprise. Ok ? Quels sont les flux de valeur métier de haut niveau, c'est-à-dire les grandes étapes de notre processus métier par lesquelles un utilisateur, un client va devoir passer jusqu'à obtenir la valeur dont il a besoin. Donc c'est un petit peu les ateliers que Safe préconise d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais voilà, si on remonte aux approches Lean, on faisait déjà ça à l'époque. Tout à fait, oui, voilà, c'est pas spécifique. Exactement. Ensuite, regardez sur chacune des étapes, aujourd'hui, quels sont les produits qui soutiennent les différentes étapes. Si on est par exemple sur un flux de valeur d'admission à l'hôpital, on veut se faire soigner, il y a l'admission, il y a le diagnostic, il y a les propositions j'ai oublié le terme, thérapie, la posologie, voilà, la thérapie, la posologie. Ensuite, il y a la facturation et il y a la sortie de l'hôpital. Et on peut avoir sous chacune de ces étapes plusieurs outils, plusieurs produits, plusieurs systèmes informatiques ou pas d'ailleurs qui vont soutenir ces différentes étapes. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, ok, ces différents systèmes, de quoi j'ai besoin techniquement pour les faire fonctionner. Donc là, on commence à descendre un petit peu dans les notions de flux de développement, quelle est l'architecture, etc. Et à partir de là, se dire, ok, pour les faire tourner, ces différents systèmes, de quelles compétences j'ai besoin. Et donc, quand on va parler compétences, on va parler aussi individu, forcément. Et donc, à partir de là, faire une espèce de cartographie et se dire, ok, pour faire ça, j'ai besoin de toutes ces personnes-là. Comment je peux faire en prenant en compte toutes les contraintes que j'ai aujourd'hui? Donc, ça peut être des contraintes humaines parce que pas assez de personnes sachantes, ça peut être des contraintes techniques. Comment je fais pour rendre les équipes au maximum autonomes? Et on dessine les équipes. Et après, sur les périmètres où effectivement on sait que l'autonomie, produit ou technique, elle n'est pas encore possible pour très souvent de très bonnes raisons, légitimes, je remets pas ça en question. Et dans ce cas-là, on se dit quel outil je mets en place pour assurer la synchronisation et 2, gérer ces dépendances, cette cohérence fonctionnelle et technique. Et c'est là où le PI planning peut être super. Ça va rendre visible le réel niveau de dépendance, mais par contre, derrière, il va falloir se dire comment est-ce que je fais pour garantir le bon alignement stratégique, le bon niveau de priorité, pour être sûr que les gens travaillent sur la bonne chose au bon moment. Et derrière, et c'est cette question souvent qui est un peu élucidée, je trouve, c'est quels moyens on doit mettre en œuvre pour demain faire en sorte que les équipes soient plus autonomes qu'aujourd'hui. Donc voilà, maximiser l'autonomie. Exactement. Et c'est un peu équipes.
c'est un peu le fil rouge qui me paraît le plus logique. Et voilà. Pas c'est simple, mais pas facile. C'est ça. En fait, pour résumer. Exactement. Et en fait, on tente. Et si ça marche pas, et là, j'ai envie de dire, soyons agiles nous-mêmes et on s'adapte. Excellent. Je sais pas si on a le temps pour une dernière question. Une dernière. Alors, juste par rapport aux dépendances, on a les dépendances qui sont internes, là, ce qu'on décrivait typiquement. Ouais. Puis des dépendances externes à l'organisation qui essaie de s'agiliser et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple, encore une fois, mais à mettre en place ou quelles sont les premières choses à regarder? En fait, tout dépend ce que tu vas appeler organisation. Parce que si tu prends par exemple une équipe, une squad, tu l'appelles comme tu veux. Est une organisation, je suis d'accord. Est une organisation à l'échelle de la grande organisation. Pareil pour la tribe ou le train si on prend safe, etc. Donc, quand on crée ces équipes le plus autonomes possible, on va chercher en fait à mettre les personnes dont on a besoin régulièrement. Bien entendu, si on a besoin d'une compétence tous les 36 du mois, dans ce cas-là, on va aller la chercher juste à des moments bien spécifiques. Voilà. Après, si on est par exemple avec un sous-traitant qui est une entité extérieure à l'organisation, pour moi, quand j'accompagne les entreprises, je dis toujours, moi que vous soyez légalement une entité extérieure à l'entreprise, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Moi, j'accompagne l'équipe au sens collectif qui cherche à atteindre des objectifs, et le reste, je m'en fiche. Donc, si j'ai besoin d'eux, je vais faire au maximum de mon possible pour intégrer les personnes issues de l'organisation externe dans les rituels de l'organisation à laquelle j'appartiens et que je dois coacher. Après, je pense. Voilà, si on est dans une relation, si on est dans une relation purement client-fournisseur, voilà, dans ce cas-là, on s'adapte. Et puis peut-être qu'on aura une V1 avec un engagement, on n'aime pas trop ça, mais plus sur des livrables que sur de la valeur, ce genre de choses. Voilà, on peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, donc on va faire du mieux possible. Voilà. Écoute, merci infiniment Cyril, on arrive au bout de cet épisode. Merci à vous. Merci à Val, comme toujours, merci à vous d'être le maestro dans la gestion de ces épisodes. Parce que vous savez pas, il y a beaucoup de travail derrière, hein. Bah oui. Et Val fait un énorme boulot là-dessus. Je te remercie. D'ailleurs, Val le sait pas, mais beaucoup du coup, de conneries. Val il efface beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est ça. Je veux passer l'été à faire du mix. C'est trop bien. En tout cas, merci à vous. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Comme toujours, n'hésitez pas à nous soutenir, à partager les contenus qu'on produit, à commenter, à nous donner des idées, à nous soutenir avec un vote, un pouce en l'air, des 5 étoiles par-ci par-là, ça nous fait toujours du bien. On vous souhaite une excellente continuation. On vous dit très vite, rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Et ciao, merci Cyril. Merci encore, au revoir à tous.